vérifiez qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On commence avec une très bonne nouvelle pour les populations de Vanier. Le comité de la francophonie de l'association communautaire de Vanier a hissé son premier drapeau franco-ontarien dans le quartier français sur le chemin Montréal, c'est-à-dire au cœur de Vanier, à la place Dupuis, au 290 rue Dupuis. Alors c'est une grande marche vers ce qu'on appelle la communauté franco-ontarienne. Elle est en train de se bâtir et dans le quartier Vanier, c'est vraiment quelque chose de grand. Donc, ça s'est passé ce mardi 25, à la fête des franco-ontariens et franco-ontariennes. Et donc, si vous êtes curieux, si vous êtes dans le quartier ou même vous passez par là, vous pouvez même aller jeter un coup d'œil parce que c'est un drapeau qui est là et puis qui représente la communauté franco-ontarienne et franco-ontarienne dans le quartier Vanier. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ce drapeau-là. Il est à la place Dupuis, au 290 rue Dupuis. Alors, on parle toujours de la célébration des franco-ontariens et franco-ontariennes, mais cette fois, on parle avec les éditions David qui organisent un événement assez particulier qui s'appelle « J'achète un livre franco-ontarien ». Alors, on en a parlé la semaine passée, je pense, sur le plateau. Donc, si vous n'avez pas vu l'émission, vous pouvez toujours la suivre sur Facebook parce qu'elle est en ligne sur Facebook Live. Alors, les éditions David, qui sont toujours dans le moule de cette célébration-là, organisent un 5 à 7 à la nouvelle salle Gilles Desjardins, avec de nouveaux auteurs, avec des auteurs qui vous intéresseront forcément, des auteurs franco-ontariens et franco-ontariennes. Et pour couronner le tout, on aura le fondateur aussi des éditions David, M. Yvon Mallette, qui viendra parler de son livre « Entre le risque et le rêve ». Ça fait 2 fois que je l'oublie, la prochaine fois, je pense que je vais vous l'apporter pour que vous puissiez le voir. C'est un livre qui est assez merveilleux, qui trace un peu le parcours de cet homme-là, qui a fondé les éditions David. Et c'est une histoire vraiment touchante. Et vous aurez l'occasion de le rencontrer personnellement, de peut-être même prendre le livre si ça vous tente avec lui, de discuter de tout ce qu'il a fait pour cette maison d'édition-là dans notre région. Donc, cet événement se passera ce vendredi 28 à la nouvelle salle Gilles Desjardins de 17h à 19h. Là, on a fini, on tend vers la fin de la semaine des franco-ontariens et franco-ontariennes, mais il y a des choses qui se passent toujours dans notre région. On commence avec le Musée canadien de la guerre qui vous invite à passer un bon moment en famille et entre amis aussi par une activité dénommée Superform. Je le disais hier, je le dis encore aujourd'hui. Je me suis renseignée pour vous, c'est rien d'assez fort là. Donc, vous aurez comme activité des courses à obstacles, des défis en famille, des cours de yoga et de salsa. Donc, la salsa, je ne sais pas si ça vous tente, là, si ça vous tente d'apprendre à danser, pour rester toujours pour avoir toujours cette chaleur, là, vous pouvez aller vous rendre sur le www.musedelaguerre.ca, prendre les informations, savoir comment ça va se passer. Mais moi, je peux vous dire déjà que c'est ce dimanche 30 septembre de 10h à 16h. Donc, de 10h à 16h, il y aura diverses activités pour chaque heure que vous aurez à passer au Musée canadien de la guerre. Donc, je reprends, ça sera des courses à obstacles, des défis en famille, des cours de yoga, de salsa, et il y aura plein d'autres activités dont ils nous ont parlé. Donc, visitez le site web pour avoir des informations et aussi pour prendre vos tickets et puis pour vous inscrire. On parle maintenant avec un autre musée. Là, il s'agit du Musée canadien de la nature. Je vais vous inviter encore à regarder le Facebook Live d'hier parce qu'ils étaient sur notre plateau et ils ont une activité assez intéressante qui est une soirée pyjama donc dans le musée. J'ai demandé pour vous et je me suis renseignée encore pour vous. Vous inquiétez pas, ça ne sera pas comme dans le film La nuit au musée. Des personnes, les sculptures ne vont pas se réveiller pour vous sauter dessus. Mais au programme, il y aura plein d'activités intéressantes comme des visites dans les galeries des fossiles, des mammifères et plein d'autres activités comme visiter les insectes. Quelqu'un m'a dit, elle m'a montré un peu comment ça allait se dérouler et ça semble très intéressant. Donc, si vous avez envie de participer à cet événement-là,
Vous allez sur le www.nature.ca pour vous informer déjà sur comment participer à l'événement. Ce sera le 12 et le 19 octobre. Donc, comment participer à l'événement, comment prendre vos tickets et puis savoir quel genre de pyjama apporter, peut-être, pourquoi pas. Donc, n'oubliez pas vos pyjamas, vos sacs à couchage, déjà préparez-les parce que c'est pour bientôt le 12 et le 19 octobre. Prenez vos renseignements sur comment ça va se passer sur le www.nature.ca. Inscrivez-vous et participez à cet événement-là. On parle maintenant avec la ville d'Ottawa qui offre un financement de 30 000 $ pour toutes les personnes qui sont dans la communauté et qui ont une activité de prévue pour l'année qui s'en vient, donc celle de 2019. Donc, si vous avez une activité qui vous tient à cœur, vous avez un projet pour votre communauté, pour votre quartier qui vous tient à cœur, vous pouvez aller sur le www.ottawa.ca dans la section bulletin loisirs pour pouvoir avoir les renseignements sur ce mode de financement, comment est-ce que ça va se passer, comment déposer votre projet et puis peut-être empocher les 30 000 $ pour organiser cet événement dans votre quartier. Aujourd'hui, à l'émission, on rencontre plein de personnes qui seront très intéressantes, donc restez connectés. On part à la découverte du théâtre avec un créateur et un metteur en scène. Je ne sais pas qu'est-ce que le metteur en scène fait comme travail. Je vais m'informer et restez avec moi. On va apprendre beaucoup d'affaires. Des représentants de Bibliothèque et Archives Canada seront aussi des notes pour nous parler de leur travail. Et pour finir, si vous êtes nouvelle maman, restez connectés. Roxane Bélanger est avec nous pour parler de nos tout-petits. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rouge. Cet été, Encore jeune vous revient avec une formule fort intéressante puisque vous avez peut-être manqué de nos reportages. Eh bien, revoyez-en un certain nombre au cours de cet été. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je reçois Véronique Bérubé, qui est médium et tarologue. Elle va nous parler de la médiumnité et de ses talents de tarot. De Lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi M. Guy Berthiaume, qui est bibliothécaire et archiviste du Canada. Bien, bienvenue sur notre plateau. C'est quoi, en tant que bibliothécaire et archiviste du Canada, c'est quoi que vous faites comme travail? C'est une bonne question. D'abord, pourquoi ce titre-là? Le Canada est un des très rares pays au monde qui a fait la fusion de sa Bibliothèque nationale et de ses archives nationales. Donc, mon travail, c'est de m'assurer que dans l'avenir et au présent, les gens peuvent avoir accès à leur patrimoine documentaire, se souvenir de ce qu'est le Canada, se souvenir de l'histoire, de se souvenir des décisions de nos politiciens, de se souvenir de l'art qui prévalait, de se souvenir de la vie sociale, de la vie économique, de la vie culturelle. C'est ça notre rôle, d'être la mémoire du Canada. Vous avez parlé de sauvegarder tout ce qui a rapport avec notre histoire. C'est très important parce que si on fait référence à l'incendie qui a eu lieu au Musée national du Brésil, c'est quoi le rôle dans ce cas, c'est quoi le rôle spécifique de Bibliothèque et Archives Canada? C'est sûr qu'on a un rôle de préservation très important. D'ailleurs, dans ce musée-là, il y avait aussi des archives qu'on ne retrouvera jamais. Et notre rôle à nous, c'est de s'assurer que ça n'arrive pas. Les conditions qu'on a de préservation dans nos locaux de Gatineau, dont vous allez parler tout à l'heure, avec ma collègue, sont exceptionnelles. Le devis qu'on avait fait pour ceux qui ont conçu et construit l'édifice, c'était que ça soit 500 ans. On a demandé que
les documents soient à l'abri pendant 500 ans. Et je ne ferai pas le détail avec vous de toutes les mesures qu'on prend pour les préserver. Mais je vous rassure, ce qui s'est passé au Brésil ne pourrait pas se passer à Gatineau. Ça, c'est bon à savoir parce qu'ils ont perdu toute... je dirais, les générations futures n'auront pas l'histoire du Brésil. C'est-à-dire, ils n'auront rien pour pouvoir ils auront connaître... une partie, en tout cas, qui ne leur appartiendra pas. Par exemple, hier, je parlais avec mon collègue de Grande-Bretagne. Ils ont perdu pendant la guerre le recensement de 1931. Donc, toute l'information que les généalogistes amateurs ou même professionnels veulent obtenir, etc., mais pour eux, c'est perdu. Puis le recensement là-bas, c'est comme ici, c'est à tous les 10 ans. Donc, ils vont avoir 21, 51, mais ils n'auront pas 31 qui a brûlé et 41 qui n'a pas été fait à cause de la guerre. Donc, c'est des trous considérables dans notre histoire. Donc, déjà, nous, on est rassurés que ça n'arrivera pas ici au Canada. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est bon. Alors... on a ce qu'il faut pour... je ne peux pas vous dire qu'il n'arrivera pas d'incident, puisque vendredi dernier, on en a connu des sérieux. Mais... sérieusement, on est équipé pour qu'il n'y ait pas les conséquences qu'ils ont vécues au Brésil. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous, on retrouve comme invité ou comme visiteur à Bibliothèque et Archives Canada quand on s'y rend? Quand on s'y rend, on peut voir des choses auxquelles on ne s'attendra pas. Bien sûr, on va voir des documents d'archives, des livres, des publications. On a 22 millions de publications. Et des archives, on en a 250 kilomètres. Alors, imaginez que vous mettez une feuille de papier après l'autre, pendant 250 kilomètres. Wow. Ce sont les archives que nous avons. Toutes les décisions majeures, évidemment, du gouvernement fédéral, les archives privées des Canadiens les plus significatives et importants, etc. Donc, on a ça. Mais on a aussi de l'art documentaire. On a des milliers d'œuvres qui représentent des personnes, des portraits, des photos. On a aussi... Qui ont fait l'histoire du Canada, oui, forcément. Absolument. On a des médailles. On a les esquisses qui ont servi à créer tous les timbres canadiens. Parce qu'avant que ce soit un timbre, à une certaine époque, on ne composait pas avec l'ordinateur. C'était une peinture. Donc, les peintures qui ont servi à créer tous les timbres canadiens, c'est chez nous. Et là, j'en oublie. Plus des méga-octets de documents électroniques, bien sûr, parce que beaucoup de documents, maintenant, sont produits de façon électronique. Les livres électroniques, mais aussi, pensons à nos emails, pensons à toute la correspondance qu'on fait. Tous les documents, maintenant, qu'on fait sont nés électroniques. Donc, on a aussi une réserve de pétaoctets de documents électroniques. Ils sont moins amusants à voir que des toiles et des médailles, mais il faut savoir qu'on les a aussi. Puis de savoir... Donc, tout ce que vous avez une histoire qui accompagne ça. Vous avez parlé peut-être des portraits qui datent de, je ne sais pas de quelle époque. Bien, on en a, effectivement, d'assez anciens. Je dis 1684, mais ma collègue pourra me corriger si je me trompe. On a des œuvres assez anciennes, mais on a aussi, par exemple, bien sûr, portraits de tous les premiers ministres canadiens, des artistes les plus importants, Margaret Atwood, en fait, et aussi des scènes, par exemple, de la ville d'Ottawa, où on voit documenter de quoi avait l'air Ottawa au moment de sa fondation et au fil des ans, alors que la ville s'est constituée. Et même chose pour Halifax, Montréal, etc. Donc, de l'art documentaire qui permet de comprendre comment les gens vivaient à une autre époque. Nous, on ne collectionne pas pour des raisons esthétiques, c'est pas pour la beauté du portrait, c'est pour le document, ce que ça nous donne comme information sur l'époque où et surtout, les gens peut-être comme message, forcément, qu'il y ait un portrait ou un écrit de telle personne, un auteur ancien, ça voulait forcément dire quelque chose à cette époque-là. Et c'est bon de garder cette essence-là, je dirais. Alors, c'est bien beau comme travail que vous faites. Bien, merci. Alors, je pense qu'il y a une installation conjointe avec la bibliothèque de... On vous laisse en parler? Oui, bien, il ne faut pas... aller tout de suite vous mettre à la porte en queue parce qu'on va ouvrir les portes en 2024. Oui, j'étais très impatiente et quand j'ai vu 2024, j'ai dit OK, d'accord, c'est pas mais maintenant. vous serez encore jeune alors que moi, ça va être autre chose. Mais donc, le projet qu'on a et la décision qu'on a prise, c'est de faire colocation, d'habiter avec la nouvelle bibliothèque centrale d'Ottawa qui va être située en face des plaines Le Breton. Donc, les gens disent ça sur les plaines. Non, c'est la rue en face, qui est techniquement la rue Wellington et Albert, si vous voulez. Et donc, c'est une idée
encore une fois, quand on s'arrête à y penser, qui est relativement révolutionnaire, parce qu'une bibliothèque publique, c'est là pour accueillir les gens, pour prêter des livres, prêter de la musique, etc. Nous, on n'a pas vocation à prêter. Nous, on a vocation à offrir de la référence, à donner accès aux documents. On ne va pas les prêter, les archives, mais les gens y auront accès. Et donc, mais le fait de travailler avec une bibliothèque publique qui a une autre clientèle complètement, c'est aussi une volonté d'ouvrir nos collections, qu'elles ne soient pas réservées aux seuls chercheurs, aux seuls étudiants des cycles supérieurs, mais que toute la population puisse voir les objets, puisse voir aussi accès à nos spécialistes pour répondre à ces questions. Donc, c'est vraiment un geste démocratique et les travaux, donc, ne sont pas encore amorcés parce que la première étape, évidemment, c'est de consulter les citoyens pour voir quel type d'installation ils veulent avoir exactement. Et c'est le modèle qui a été utilisé à Halifax, qui est un grand succès, et qui a été aussi utilisé à Calgary, qui va ouvrir le 1er novembre. Donc, plutôt que de choisir un plan, de choisir une maquette, on choisit plutôt quelque chose qui est déjà un créateur qui va travailler avec les gens pour définir ce qu'ils veulent avoir, puis ensuite faire le plan, puis ensuite faire la construction. Et puis vous pensez que ça va commencer quand pour les constructions ou les mises en place? En fait, la consultation des citoyens devrait commencer dès le printemps. Parce que la firme, la ville veut la choisir donc avant Noël. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, ça aussi un geste très démocratique pour ne pas imposer aux gens notre vision de ce qu'ils veulent, mais plutôt leur demander ce qu'ils veulent et construire l'édifice autour de leur volonté. Pour que tout le monde soit à son aise, pour pouvoir travailler, apprendre pour qu'ils retrouvent ce qu'ils veulent avoir aussi. Exactement. Parce qu'on a une idée un peu ancienne de ce que c'est une bibliothèque, mais ce n'est plus exclusivement un endroit transactionnel où on va emprunter des livres, il y a des activités, il y a des manifestations, il y a toutes sortes d'événements qui se passent maintenant dans les bibliothèques. Et on veut bien refléter ça en étant à l'écoute de la vraiment population. Beau travail et puis moi je vous encourage. 2024, je pense que je serai encore là. Sans doute. Merci beaucoup, M. Berthiaume. Alors, si vous voulez avoir des informations, peut-être même aller visiter Bibliothèque et Archives Canada, rendez-vous sur le site web pour prendre des informations. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle encore avec un autre représentant de Bibliothèque et Archives Canada. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de ma chambre? Au milieu de la nuit, tellement délicate. Avec ta cigarette à la main, et le soleil entre tes seins. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec un représentant de Bibliothèque et Archives Canada, mais cette fois, on va parler d'un autre centre de préservation. Surtout avec M. Berthiaume, tout à l'heure, on parlait de l'incendie qui avait eu lieu au Brésil. Et puis là, vous avez tout je ne dirais pas le matériel, mais les installations nécessaires pour éviter au maximum que cela nous arrive. Et ça se trouve où? Au centre de préservation qui se situe à Gatineau. OK. Et puis, au centre de préservation, il existe quand et depuis quand?
Donc, le centre de préservation a ouvert ses portes en 1997. C'était une longue construction de 92 à 96. Les documents étaient entreposés dans 15 édifices. Les centres de laboratoire de restauration étaient dans notre édifice sur rue Wellington, dans le 3e sous-sol. On avait aussi des laboratoires d'audiovisuel dans le secteur Tony Spaster. Donc, on a choisi de regrouper tous les documents ensemble, rapprocher les individus qui devaient travailler avec les différents documents aussi. Alors, dites-moi un peu, je suis allée là-bas pour visiter, on va dire, et puis j'ai vu que c'était assez gros comme édifice. Qu'est-ce que ça prend? Pourquoi c'est construit de la sorte? Donc, oui, c'est un édifice qui est très moderne, très futuriste. On appelle ça un édifice à l'intérieur d'un édifice qui est construit de 3 matériaux de construction qui est le verre, l'acier et le béton à cause de sa longévité de vie, qui ne crée pas de poussière, facile à maintenir. Les insectes ne peuvent pas entrer dans ces matériaux-là et venir attaquer la collection. Donc, à l'intérieur, on a un édifice de béton où on retrouve toutes les chambres fortes. Il y a 3 étages de chambres fortes, 16 chambres fortes par étage, un total de 48 en tout. Et les chambres fortes, est-ce qu'elles gardent quelque chose de particulier? Oui, elles gardent différents documents. Donc, les 48 chambres fortes, on a 3 différents types d'environnement. Donc, dépendant si on entrepose des documents textuels, on les garde à une certaine température d'humidité. Les films noirs et blancs, encore, c'est différent. Les films négatifs de couleur sont dans le moins 18 degrés de Celsius. Donc, un entreposage plus précis, plus minutieux pour les protéger. Aussi, on a la chambre forte. Donc, M. Berton a parlé de nos œuvres d'art. Nos peintures à l'huile sont entreposées dans une autre chambre forte complètement différente. Donc, on a trois chambres fortes, 48 ou 4 ou... J'ai pas bien saisi le 48 chambres fortes en tout. 48? Oui. Wow. Qui sont toutes à la même dimension, 350 mètres carrés. OK. Bien, là, on va parler de... Bon, on a déjà parlé, on est passé au travers de la particularité de cet édifice-là. C'est assez gros comme édifice et puis c'est pour préserver. On a dit par rapport à la température, par rapport à tout ce qui tourne autour. Et vous donnez l'accès aux visiteurs ou aux habitants de la région de venir voir ce que vous faites comme travail là-bas. Oui. Vendredi le 28, c'est cette semaine, demain, et samedi le 29, on ouvre nos portes au grand public de nous visiter. Demain, vendredi, c'est ça? Oui. 28 et 29. 28 et 29 septembre. Donc, les gens sont invités à venir nous visiter. Les portes ouvrent à 10 h et les dernières entrées seront à 15 h. Durant la visite, on va avoir des kiosques aussi pour expliquer sur les différentes professions d'archivistes et bibliothécaires. D'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. Par exemple, oui, donc, on va avoir des experts pour expliquer ce qu'est la profession, leur travail. On va avoir un kiosque aussi pour parler justement du projet de la Bibliothèque d'Ottawa, partenariat avec nous. Nous allons faire la construction d'un nouveau bâtiment, donc on appelle Gatineau 2 aussi, près de l'édifice. Donc, on va avoir des spécialistes qui vont parler de ça aussi. Il y a un nouvel édifice qui s'en vient? Oui. Wow. On a le début de la construction en 2019 pour le nouvel édifice derrière le centre de préservation. Ça sera un édifice pareil comme celui que... Non, ça semble que ça va être très différent. On n'a pas encore les détails, mais ça ne sera pas le même. Je m'attends à quelque chose de gros, parce que vu ce que j'ai vu au centre de préservation, je m'attends à quelque chose de gros. Parler de gros, c'est vraiment, si on peut donner une idée, la grandeur du toit de football, du toit et la grandeur de 2 champs de football. Mon Dieu! Donc, ça donne un peu une idée de la grandeur de l'édifice. C'est quelque chose de gros qui s'en vient. Oui. Lors des visites aussi, on va avoir un kiosque pour les gens qui sont intéressés à faire de la recherche, donc les initier, les aider à savoir comment se prendre pour faire de la recherche. On va avoir, durant la tournée, on va voir visiter 2 chambres fortes de documents textuels. Documents textuels. Donc, c'est les chambres fortes typiques que nous avons, même si nous en avons d'autres avec différents genres d'aéronage pour des grands documents, des cartes, des plans, choses comme ça. Et aussi, ils vont avoir accès à la chambre forte où est-ce qu'on retrouve les peintures. Donc, ils vont pouvoir passer environ 5 minutes. Donc, c'est tentant de passer quelques heures dans la pièce, mais ils vont pouvoir passer 5 minutes avec des archivistes qui vont expliquer quelques c'est quelques œuvres que vous avez mises à part pour pouvoir les montrer au public? Oui, on a sélectionné quelques peintures. On va parler de celles-ci. À une en particulier, que je crois que c'est dans la région du Marché-Bail, que j'ai trouvé moi-même dans la chambre forte une fois, puis j'ai fait plus de recherches. Donc, j'ai suggéré aux archivistes de parler de celle-ci. De parler de ça? Oui. OK, donc, il y aura plusieurs kiosques, comme on a mentionné, et puis il y aura la visite. Finalement, on aura la visite pour 3 chambres fortes. 3 chambres fortes, et aussi, nous allons aller au laboratoire. Oh, OK. Donc, on monte au 5e étage parce qu'on retrouve les laboratoires. Excusez-moi, on monte comment? Dans les ascenseurs. Dans les ascenseurs? Oui. Ça fait tellement peur. C'est assez comme... Tu as l'impression que tu es dans l'espace quand tu te retrouves là-bas. Oui, c'est ça. OK, donc vous allez visiter aussi le laboratoire. On va monter au l'étage du haut, qui est le 5e étage, où on retrouve tous les laboratoires. Donc, on va visiter le laboratoire de restauration, où est-ce qu'on fait la photographie, les œuvres d'art sur papier, les peintures, les cartes et manuscrits et les livres. Donc, on a des grands espaces vraiment impressionnants. On a des experts extraordinaires qui font du travail extraordinaire pour préserver et conserver nos documents.
documents. On va aussi faire une visite dans le laboratoire de numérisation. Wow. Et puis là, on va parler du projet qu'on vient de compléter. Donc, c'est la numérisation des dossiers des soldats de la Première Guerre, qui était 622 000 soldats. Donc, on a tout numérisé leurs dossiers. On va avoir aussi une visite à nos laboratoires, un laboratoire d'audiovisuel, de l'audio et la vidéo. On va avoir aussi un petit film à présenter. On a une petite salle de théâtre, donc les gens vont pouvoir s'asseoir pour regarder une petite salle dans un petit film, un film silencieux d'environ 3-4 minutes. Un film qui date de longtemps ou c'est un film des temps présents? Un film de Grey Owl, je ne sais plus exactement la date. Un petit film. Mais juste pour faire sûr, c'est pas un film qui date maintenant. Non. On va voir un peu comment ça se faisait les films dans le temps. Exactement. OK. Oui. OK, bien là, où est-ce qu'on peut prendre, je vais dire, les tickets? C'est des tickets ou non, on se présente juste là? Exactement. Et puis... Oui, on se présente, il va y avoir un trajet, des gens pour vous accueillir, on va avoir des employés un peu partout pour accueillir les gens, les diriger. Oui, puis on fait un trajet. C'est grand. Oui, on a des trajets, puis on a des spécialistes de placer à des points précis dans leur laboratoire pour parler de leur travail, de notre collection et de quelle façon qu'on les préserve. Mais moi, je dirais à tous les étudiants, en tout cas, qui sont intéressés, de courir là-bas parce que c'est une bonne opportunité de voir ce que vous faites là-bas et puis même de rentrer le laboratoire et puis toutes ces pièces, comment ça s'appelle, des chambres fortes. Oui. OK. Ben là, pour toutes les informations, on va leur demander d'aller sur le site web, c'est bien ça. Exact. OK, ben moi, je vous souhaite une très bonne journée. Ben, je vais dire un bon week-end parce que ça sera le 28 et le 29 pour cet événement. Oui. Et puis... on vous revoit bientôt, peut-être avec des photos. J'espère. OK. Ben, pour toutes les informations concernant la visite, la journée porte ouverte plutôt au Centre de préservation de Gatineau, www.bac.lac.gc.ca pour prendre des informations et puis peut-être participer à cette journée porte ouverte que vous offre Bibliothèque et Archives Canada. On prend une toute petite pause et si vous êtes des mordus de théâtre, restez avec moi parce que tout de suite après la pause, on reçoit un metteur en scène. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi j'ai pu me voir. En moi tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi j'ai pu me voir. En moi tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais. De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers, je suis avec le metteur en scène dont je vous parlais tantôt. Alors, bonjour, monsieur Eric. Bonjour. Alors, vous êtes metteur en scène, comme je le disais, depuis le début de l'émission. C'est quoi le rôle d'un metteur en scène, en gros? Qu'est-ce qu'il fait? Le rôle d'un metteur en scène, c'est de prendre un texte écrit et de le transposer sur la scène. Donc, donner vie à une pièce de théâtre. Tout comme un chef d'orchestre donne vie à une composition musicale. OK, d'accord, c'est bon pour moi. Mais j'ai juste une question assez personnelle. Imaginons que moi, j'ai un texte et que je vous le donne à vous pour mettre en scène ce texte-là. Et vous le faites et je le remets à un autre metteur en scène. Ça peut être différent, hein? Tout à fait, mais oui. Chaque metteur en scène a une vision différente, sa propre vision
qu'il ou elle essaie de communiquer au public à travers sa mise en scène. OK. Donc, vous êtes là aujourd'hui, pas pour parler de votre travail. On sait déjà ce que c'est le metteur en scène. Merci beaucoup. Mais on parle maintenant d'un projet assez particulier. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mais en fait, le projet, c'est une adaptation des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. OK. Les Belles-Sœurs qui, cette année, célèbrent leur 50e anniversaire. D'accord. Et puis, je voulais adapter cette pièce de théâtre pour un chœur de femmes franco-arabes vivant dans la basse ville d'Ottawa aux alentours de 2015. Et la raison pour laquelle j'ai dû créer ceci, parce que la pièce n'existait pas. Donc, moi, ma mise en scène, c'était pour être de ceci, mais comme le texte n'existait pas, j'ai dû écrire le texte moi-même à partir du texte de Michel Tremblay. Donc, le metteur en scène peut aussi créer ses propres histoires. Oui, mais dans ce cas-là, il devient dramaturge. D'accord? Wow. Donc, je vais porter deux chapeaux. Wow. La mise en scène, c'est le but vers lequel je me lance, mais en ce moment, c'était dramaturge pour l'écriture de la pièce, et ensuite... la première étape de tout ceci, c'est les 3 et 4 décembre où est-ce que je vais faire une mise en lecture du texte pour la première fois devant public. OK, mais c'est quoi comme... de quoi ça parle? C'est quoi comme histoire? Alors, Les Belles-Sœurs, c'est une histoire qui se déroule dans les années 60 au cœur de Montréal, dans un quartier très typique où est-ce qu'on a un ensemble de femmes rassemblées autour d'une soirée pour coller des timbres. Pour coller des timbres? Oui, les timbres... C'était le genre de timbre où est-ce que si on remplit un livret de timbres, on peut ensuite avoir un rabais ou l'échanger contre des produits ou des services. D'accord. Très typique des années 60, surtout lorsqu'on se retrouvait dans une classe de la société où est-ce qu'on n'avait pas les moyens nécessairement de payer pour tous ces services et produits. Donc, les timbres étaient très utiles. Et puis, je me suis dit, bon, étant donné que ces timbres-là, on s'en sert plus. On s'en sert plus, oui. Qu'est-ce qui pourrait être une équivalence? Et pour le texte que j'ai écrit, ce sont des coupons. Alors, il y a une dame, la dame centrale Fatouma, qui a gagné 1 million de coupons, des coupons qui donnent des rabais, des ristournes pour différents services et produits. Et elle veut mettre le tout en ordre, donc elle invite ses belles-sœurs, ses voisines, ses sœurs et d'autres femmes de la communauté pour passer une soirée à découper les coupons et les mettre en ordre. Wow! Donc, vous avez retranscrit l'histoire à aujourd'hui, parce que les coupons, c'est encore d'actualité, de toute façon. Oui. OK, d'accord. Donc, pour cette pièce-là, comment est-ce que vous la voyez? Comment est-ce que ça sera, je ne vais pas dire triste, mais quelle émotion que vous voulez qu'on ressente en voyant cette pièce? En fait, ce que je vise, c'est un rassemblement de la communauté francophone de la basse ville d'Ottawa. Et la raison pour laquelle je veux mettre en scène ces femmes franco-arabes, c'était pour, permettre au théâtre d'être abordable ou de devenir un privilège non seulement pour une couche très particulière de la basse ville francophone, mais pour tous les francophones de la basse ville. Et nous avons très rarement la chance d'inviter des gens des autres cultures ou d'autres ethnicités francophones de la basse ville. Donc, je me suis dit, bon, si je peux avoir sur scène ces femmes franco-arabes et dans la salle, la communauté francophone rassemblée de la basse-ville, là, soudainement, le théâtre devient privilège pour tous les francophones de la basse-ville. Pour tout le monde, mais ça, c'est bon. Alors, je veux que cette soirée-là soit un peu un rassemblement, une célébration. Bien sûr, il y a un côté un peu tragique dans le texte, mais tout ceci est traité de façon assez légère et comique. Ce n'est pas une tragédie. D'accord. D'accord? Tout comme les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, oui, il y a un aspect tragique dans le fait qu'à la fin, cette dame, Germaine Lauzon, se sent délaissée de tout le monde autour d'elle, mais c'est quand même une fait qui n'est pas tragique en soi. Et la pièce est traitée avec beaucoup de légèreté et d'humour. OK. Donc, j'aime bien l'idée de pouvoir de rejoindre toutes les ethnicités de la ville. Et puis ça, c'est à saluer. Pour les auditions. Oui. On est là pour parler des auditions aussi, pour l'œuvre qui s'en vient. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, qu'est-ce que vous recherchez? Je recherche des femmes âgées entre 18 et 60 ans. Donc, 18 et 60 ans. Qui sont francophones et qui sont de descendance d'une communauté arabe quelconque. OK. D'accord? Le niveau d'expérience... C'est ça que j'allais demander. Est-ce qu'on a besoin d'une expérience? Du tout. Non. Moi, je suis prêt à travailler avec quiconque est partant pour travailler avec moi sur ce projet. D'accord? Donc, on ait de l'expérience en théâtre ou non. Mais en autant que je vois la volonté de travailler, moi, je suis très content de travailler avec ces gens-là. Et combien de personnages est-ce qu'on recherche en tout? Il y a 15 personnages. Donc voilà, déjà, dès le départ, je me suis lancé un gros défi. Oui. Par contre, je pourrais m'en sortir si chaque personne lisait pour 2 rôles. Parce qu'il s'agit d'une mise en lecture. D'accord? On peut se permettre d'avoir
plusieurs rôles qui sont lus par une personne. Une seule personne, oui. Par contre, d'avoir 15 personnes pour lire les 15 personnages, ça serait le monde idéal. Et déjà dans ma tête, si j'y pense, de voir 15 personnes rassemblées sur une scène avec leur texte, moi, je trouve que ça serait fabuleux si j'avais les 15. Donc, vraiment, les 15 personnes pour la scène, ça, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Oui. Mais on peut vous avez besoin de moins de personnes pour la mise en lecture ou même ces 15 personnes-là au total? Je peux me débrouiller avec 7-8 personnes. 7-8 personnes. Ouais. Mais pour le théâtre, pour la mise en scène, il va nous falloir 15 personnes. Donc, 15 femmes franco-arabes. Oui. Entre 18 et 60 ans. Oui. D'accord. Alors, en tant que metteur en scène, ça c'est une question assez personnelle aussi, en tant que metteur en scène, vous avez plusieurs rôles forcément, c'est pour ça qu'on recherche tant de personnes. Comment est-ce que vous avez le feeling de, oui, cette personne-là pourra jouer ce rôle-là? C'est que chaque metteur en scène va avoir un casting dans sa tête par rapport au personnage, la façon que la personne agit, son apparence physique, ses traits de caractère, la façon qu'elle parle. Et puis en audition, c'est de distribuer différents textes, différents extraits. Au hasard, juste au hasard. Et juste d'écouter les voix des personnes et de regarder comment la personne agit. Mais l'interaction entre les comédiennes est très importante aussi. Oui. D'accord? Donc, c'est pour cela que ces auditions ici qu'on va faire la semaine prochaine, c'est des auditions de groupe. On va placer les femmes ensemble en groupe de 3-4, juste pour voir les dynamiques. D'accord. Parce que des fois, la dynamique devient plus importante que le casting que j'avais en tête. Si je vois qu'il y a 2 comédiennes ou 2 femmes qui jouent très bien ensemble, ça peut changer mon idée que j'avais en tête dès le départ pour le casting de ce rôle. Ça, c'est bien. Donc, si on veut s'inscrire, où est-ce qu'on se rend? Rendez-vous sur le site du Tremplin, du Théâtre Tremplin, qui est théâtretremplin.com. Et c'est sous l'onglet « La petite création ». La petite création. Oui. Et le titre de la pièce, le titre en ce moment, il a été changé plusieurs fois et je vais peut-être le rechanger, mais pour l'instant, c'est « Al-Jarat ingrate ». Et Al-Jarat, c'est en arabe « les voisines ». D'accord. Donc, la traduction serait « les voisines ingrates ». OK. Voilà. C'est bon. OK, d'accord. Ben merci et puis je vous souhaite bonne chance. Je vais lancer aussi l'appel. Alors, si vous êtes franco-arabe, que vous êtes dans la région, entre 18 et 60 ans, vous êtes intéressé par le théâtre, alors rendez-vous sur le site web pour pouvoir vous inscrire et participer à cette œuvre-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle de nos tout-petits avec Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Comme je vous ai dit, on parle de nos tout petits avec Roxane Bélanger. Ça me fait plaisir de te voir de nouveau. Oui. Alors toi, tu es orthophoniste. Oui. Oui, et à premier mot. Et pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que fait un orthophoniste? Oui, un orthophoniste, c'est un spécialiste qui s'occupe des problèmes de la parole et du langage. Alors, si on a un enfant ou si on est adolescent ou un adulte qui présente un problème d'articulation, un problème de bégaiement, un problème de voix, de
Des fois, les professeurs qui doivent parler toute la journée peuvent avoir des difficultés au niveau là, d'abus vocaux. Ou même plus tard, suite à un accident traumatique ou un accident vasculo-cérébral, on peut développer des problèmes de parole et de langage. Donc, c'est pour tous les âges, dans le fond. C'est pour tous les... Un orthophoniste ou une orthophoniste peut travailler avec une clientèle variée. À premier mot, nous, on travaille avec les enfants préscolaires, 0 à 5 ans, dans la région d'Ottawa. Et nous, on est chanceux, on se considère comme une grande famille, parce qu'à Ottawa, sais-tu combien d'enfants naissent à chaque année? Non. C'est environ 11 000 enfants. 11 000 bébés. OK. Alors, la famille de premier mot, elle s'agrandit à chaque année par à peu près 10 à 11 000 bébés. Mais comme parents, on doit les laisser aller à un moment donné. Donc, à 5 ans, quand ils entrent au jardin, les enfants qui ont des besoins au niveau de l'orthophonie vont devenir sous la tutelle ou le mandat du conseil scolaire dans lequel ils vont fréquenter. Donc, premier mot, c'est vraiment pour tous les enfants de la région d'Ottawa, 0-5 ans. 0-5 ans, OK. Et nous, on est un des 31 autres programmes préscolaires de tout l'Ontario. D'accord. À travers la province. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont regarder Rogers, qui viennent peut-être de Renfrew ou bien de Prescott Russell. Eux autres aussi ont un programme semblable pour la même clientèle, 0-5 ans, mais dans leur région. Alors, il y a Mont-en-Fleur à Prescott Russell SDG, puis il y a Sprouting Speech à Renfrew. Il y a d'autres programmes comme ça. Et puis, premier mot, on en a parlé, on a redit, premier mot. Qu'est-ce que vous faites là-bas, en gros, comme travail? Alors, notre mandat principal, c'est d'offrir des services cliniques, alors des services d'évaluation, de thérapie aux enfants qui présentent un problème. D'accord. Mais on a aussi un mandat de prévention puis d'éducation. Alors, par exemple, si moi, comme parent, je suis à la maison puis je me dis, moi, je pense que mon enfant va bien, mais... J'allais poser la question. Comment on fait pour savoir qu'un enfant pose problème? Oui. Alors, différentes choses. On a des ressources, un petit peu comme celle-ci. Elle est cute! Oui, des ressources qui indiquent un petit peu les grandes étapes de développement pour les enfants à différents âges. Alors, une ressource qui est 0 à 30 mois, puis une ressource pour les enfants de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est de 0 à... 30 mois. À 30 mois, OK. Oui. Et puis l'autre, avec le petit bonhomme plus vieux, c'est pour les enfants de 3 à 5 ans. Et ça note les critères minimaux pour les étapes de développement. Mais des fois, c'est même difficile un petit peu là, de savoir exactement. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a développé le bilan de la communication. Je vais ouvrir celui de 0 à 30 mois, oui. Puis, on a mis tout ça en ligne. Alors, le bilan de la communication, c'est un outil en ligne qui est disponible sur notre site Web. Et les parents peuvent y accéder en français et en anglais. Et bientôt, à l'automne, en arabe et en chinois simplifié. Wow! Et on a des partenaires. Alors, premier mot, ne peut pas exister sans d'autres partenaires. On est affilié avec le CHIO, le Centre hospitalier de l'Est de l'Ontario. Et puis le Centre de traitement pour enfants. Et on a des partenaires aussi au niveau public avec Santé publique Ottawa. Alors, avec eux, on a développé un outil très complet. Alors, on va regarder la parole, on va regarder les étapes de développement de langage, mais on va aussi regarder la communication sociale. Il va aussi y avoir des indicateurs pour la motricité fine, la motricité globale et son comportement général au niveau du jeu. Alors, avec ces informations-là, le parent qui va sur notre site Web remplit le dépistage. Il va avoir... C'est des questionnaires, C'est ça. C'est juste une question oui ou non. D'accord. Okay. Alors, ils doivent répondre oui ou non pour chaque question. Et après ça, ils vont avoir un résultat. Tout va bien, revenez dans 6 mois, donnez-nous votre courriel, puis on va vous envoyer un rappel. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est il semble que votre enfant a un problème au niveau de la parole ou du langage. Alors, vous devriez remplir ces formulaires-là et accéder à des services avec premier mot. Et il y a un troisième résultat, quand il semble avoir un profil un petit peu plus complexe. Il y a plus de signaux d'alarme. Il y a des choses au niveau de l'orthophonie, mais aussi au niveau de la motricité, peut-être au niveau du jeu. Je ne veux pas te couper, mais quand tu parles de signaux d'alarme, nos signaux d'alarme, ça peut être des choses comme l'enfant a de la difficulté au niveau de l'interaction sociale. Ne regarde pas, a de la difficulté à développer les prérequis de base, donc pointer par exemple, montrer des objets, partager une activité avec son parent en bas âge, là, avant l'âge de 1 an. Alors des signaux d'alarme comme ça, ou des signaux d'alarme qui peuvent arriver un petit peu plus tard, des pertes de langage. Alors, un enfant qui arrête d'utiliser des mots alors qu'il en avait avant. Un enfant qui arrête de jouer socialement. Est-ce que ça peut être
la cause d'un choc, d'un traumatisme pour que l'enfant arrête? Souvent, ça pourrait. C'est certainement une cause. On essaierait de voir avec l'histoire de cas. Des fois, ça peut être plus un problème au niveau du développement. Alors, au début, les étapes de développement, on est plus flexible, mais à mesure que l'enfant vieillit, il peut peut-être pas suivre la même trajectoire. Oui. Puis là, ça commence, on voit la disparité là, entre ce qu'il devrait faire puis ce qu'il fait à ce moment-là. Alors, le troisième résultat va nous orienter vers l'équipe de développement au centre de traitement où il pourrait avoir une évaluation pédiatrique, une rencontre avec l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le physiothérapeute. On peut quand même avoir ces services-là à CHIO, mais c'est pour un profil d'enfant un petit peu plus complexe et ça nous permet, avec ce dépistage-là, d'orienter les enfants au bon endroit le plus rapidement possible. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des services quand l'enfant est jeune. Plus il est jeune, plus on peut faire. Et puis on peut rattraper ça plus rapidement, exactement. Je dirais, oui. Et puis c'est bien parce que il ne suffit pas de dire que oui, mon enfant a un problème. On passe d'abord par le dépistage, comme vous avez dit. D'abord le dépistage, on évalue ce que l'enfant a et puis après on prend les différentes orientations. Puis on sait tout de suite ce qu'on a à faire. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça nous permet aussi de revenir. Si notre enfant va bien, on peut revenir dans 6 mois. Puis aller revérifier comment il continue d'apprendre à utiliser des mots, des gestes, des sons, et ça vient nous rassurer. Puis ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'au fond, premier mot... Oui, vas-y. Je veux juste te garder avec moi. On va prendre une toute petite pause et puis on revient pour continuer de parler de ça. Super intéressant. Alors, on prend une toute petite pause et tout de suite après la pause, on continue de parler de premier mot avec nos tout petits et Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me compter des mentres qui me font jouer. Même si l'amour est gone, même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose. Quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone, même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec Roxane Bélanger des premiers mots de nos bébés. Donc là, on a fait le dépistage en ligne. On continue avec le dépistage. On a fait le test d'abord et puis là, on est rendu au dépistage. C'est ça. Alors, le dépistage, ça vient nous confirmer si on doit consulter. Et s'il y a un résultat qui demande à faire une référence, à ce moment-là, on remplit des documents pour la partie de CHIO, où on reçoit un appel du centre de traitement et on commence à être sur la liste d'attente. Et une fois qu'on est sur la liste d'attente, là, il va y avoir le cours là, d'évaluation. Le cours ce qui va se suivre, ça va être l'évaluation qui va être la prochaine étape. On a une liste d'attente, par exemple. Ça peut être 4 à 6 et même un petit peu plus que 6 mois. Alors, pendant cette période de temps-là, les parents peuvent aller sur notre site web de Premier Mot et on a des nouveaux webinaires. On a maintenant 8 webinaires disponibles
à la portée des parents pour aller vérifier, puis aller apprendre peut-être des nouvelles stratégies, des petites... Qui pourront eux-mêmes les aider avant que leur tour arrive, on va dire comme ça. C'est ça. Alors, sur le site web de Premier Mot, tous ces webinaires-là sont disponibles pour n'importe quel parent et effectivement, les parents qui sont en attente pour une évaluation. D'accord. Ensuite, ils sont appelés pour l'évaluation. L'évaluation est à peu près 1h30 de temps. Ils rencontrent l'orthophoniste. On fait une évaluation pendant le jeu. Les enfants, entre 0 et 5 ans, ça se fait tout par le jeu. Là. Alors, on va faire plusieurs différentes activités. Puis là, on va déterminer un petit peu le profil puis quelle sorte d'intervention. Il y a des enfants qui vont avoir seulement un programme à la maison. Et c'est la première partie de l'intervention. L'évaluation, c'est vraiment la première partie de l'intervention parce qu'on échange avec les parents, on leur donne des stratégies, on leur dit, vous pouvez viser tel objectif. Et là, en étant alerte, en étant éveillé par rapport à certaines choses particulières, les parents peuvent effectuer un grand changement juste en mettant en place les stratégies à la maison. Pourquoi? Parce qu'on parle toute la journée. On passe toute la journée avec eux et puis... Il y a une interaction forcément qui a, surtout avec les mamans, papa est au travail la plupart du temps. Donc oui, OK. Alors, c'est super important là, de mettre en place les stratégies à la maison. Puis ensuite, par la suite, il peut y avoir un bloc de traitement pour ceux qui auraient besoin de la thérapie un petit peu plus intensive. D'accord. Puis selon l'âge, selon le type de problème, on va avoir des interventions de groupe ou on va faire des interventions individuelles. D'accord. Okay. Puis ça va continuer jusqu'à temps que l'enfant entre au jardin d'enfants. Intervention de groupe avec d'autres enfants? Oui, oui, parce que, étant donné que c'est encore basé sur le jeu, on met en place une situation où l'enfant peut aller d'une situation à l'autre et interagir avec d'autres enfants pour pouvoir pratiquer, mettre en application. La communication, le langage, on peut généraliser, on peut développer ces habiletés-là quand c'est pratiqué dans des contextes plus naturels. D'accord. Le graphique que tu nous as apporté, il parle de quoi? C'est le bilan de la communication. C'est celui-là? Oui, c'est ça. Alors, c'est tout simple. Le bilan de communication, on va en ligne, on inscrit là, nos réponses, puis on reçoit automatiquement un résultat, puis ça nous permet de savoir où agir. Puis tu vois, sur la documentation, on voit bien qu'il y a un enfant sur 10 qui est d'âge préscolaire, qui peut présenter un problème de parole et de langage et qui aura besoin peut-être de services quelconques en orthophonie. D'accord. Donc, pour arriver au dépistage, c'est comme tu as dit tout à l'heure dans le premier bloc, il faut juste faire attention à comment on interagit avec les enfants, s'ils sont réceptifs ou pas. Et dès lors, on fait un dépistage. Et après le dépistage, on est rendu à qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant, dans quel... OK. Puis on encourage vraiment les parents à commencer dès 6 mois. Dès 6 mois? Oui, le dépistage commence à 6 mois. Il y a des... Les balbutiements des bébés, ils commencent à peu près... Il y a beaucoup de vocalisation au début, puis après le babillage arrive vers à peu près 10 mois, 6 et 10 mois. Mais il y a des étapes très importantes, même à 6 mois, là, au niveau de l'interaction sociale. Comment l'enfant nous regarde, quand on lui chante, est-ce qu'il porte attention à nous? Je réfléchis à un de mes neveux, à ces 6 mois... Comment il nous sourit? Est-ce que quand tu lui souriais, il te souriait? Donc, des choses comme ça. C'est vraiment la base de la communication. Parce que c'est ancré dans l'interaction sociale. D'accord, OK. Donc là, on a fini avec les 0 à 30 mois. Ici, on parlait un peu de celui-là, il est de quel âge à quel âge? 2 à 5 ans. 2 à 5 ans? Mais le bilan de communication, c'est pour tous les âges. OK, de 6 mois à 5 ans. D'accord, super, OK. Puis nous, notre grand message, on a beaucoup de ressources là, sur notre site web, mais notre grand message, c'est les enfants parlent avant l'âge de 2 ans. Alors, à 2 ans, on parle. On veut leur donner le meilleur départ pour qu'ils puissent continuer et avoir tous les outils en main pour commencer l'école. On sait que le langage, c'est le meilleur prédicteur du succès à l'école pour les enfants. Ça ressemble à une... je sais pas comment on va dire, une... c'est presque une stratégie miracle. Là. Parce que là... on peut parler à nos enfants tout le temps. Il faut que je garde ça en tête. Donc, le langage, tu as dit, ça y est? C'est le meilleur prédicteur du succès de l'enfant plus tard à l'école. Super. Surtout au niveau des habiletés du langage écrit, lire et écrire. Je suis d'accord avec toi sur ça parce que quand un enfant est en interaction avec d'autres, tu vas voir s'il est sociable ou pas. Oui. Puis vraiment, comme le langage, c'est basé sur les conversations qui arrivent, qui sont à tour de rôle. Plus on parle avec notre enfant, plus lui apprend que
ah, quand maman me parle, je suis content, elle me sourit, moi je souris, c'est une expérience positive. Et alors, ça ferait vraiment une connexion au niveau du cerveau. Oh, wow. C'est vraiment, là, on est en train de développer le cerveau du bébé quand on joue, quand on leur parle, quand on leur lit, quand on leur chante une chanson. Alors, c'est vraiment, vraiment important de commencer très tôt à juste décrire ce qu'on fait à la maison. On est en train de changer la couche, j'enlève ta couche, puis je sais que tu n'aimes pas ça, tu pleures, tu sais, en décrivant ce qu'on fait. C'est maintenant que je comprends ce que tu es en train de dire. Donc, quand, dans le quotidien, il faut parler à l'enfant, même s'il ne peut pas nous répondre, il faut que... OK, donc je te retire ta couche, il faut que je te dise que je te retire ta couche. Oui, c'est ça. Puis là, je vois que, tu sais, tu me fais une petite moue, là, alors je vois que tu n'es pas content, là, je vais me dépêcher, là. Maman va faire ça vite, là. Alors, en mettant des mots sur ce qu'on fait, on est en train de lui montrer que, quand je parle, porte attention à moi. Puis moi, je reconnais tes signes, alors je vais essayer de m'outiller pour mieux répondre à tes besoins. Et c'est là la communication qui commence. C'est le début de la communication. Parce que même si, comme je disais tantôt, même s'ils ne peuvent pas parler, ils comprennent ce qu'on fait. Oui, définitivement. Puis les parents, comme parents, je pense que je connais aucun parent qui n'a pas une question sur le développement du langage puis de la parole. Oui. Alors, des façons d'aller s'outiller, ils peuvent aller poser leurs questions aux infirmières de la ligne publique de Santé Ottawa. Et le numéro, c'est 613 par an. D'accord. Ces infirmières-là sont formées avec Premier Mot et ils peuvent répondre à n'importe quelle question et même aider les parents à remplir leur dépistage ou à les guider pour aller chercher le dépistage, le bilan de la communication en ligne. Nous, on a la chance de travailler... Je te garde pour ma conclusion. C'est beau. On prend une toute petite pause. On revient juste après la pause pour parler encore de bébé. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. C'est pas ça que voulait le père Tabaret. Il voulait une institution bilingue où les deux langues, les deux cultures seraient également traitées. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Théophile Kayumba, qui est un réfugié du Burundi et qui va nous parler de son expérience d'itinérance. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du développement de nos tout-petits avec Roxane. On a parlé du dépistage et tout ça, mais quelles sont les ressources que vous nous offrez à Premier Mot? Oui, alors notre site web, il y a plein de ressources. Il y a des webinaires qui sont importants pour les parents. Puis on a une section ressources où il y a des documents comme ça sur différents sujets. Alors ça, c'est celui qui parle d'apprendre plus d'une langue. C'est beaucoup le cas là, de nos familles à Ottawa. Puis si les parents ont des questions spécifiques, demain, je suis l'invitée à la journée Facebook avec Ottawa, la santé publique d'Ottawa. Ils peuvent poser leurs questions directement sur Facebook, puis je vais leur répondre. Puis c'est ça, oui. Ben là, donc pour toutes les infos, on va juste le site web que tu nous as donné. Ben, Roxane, ça m'a fait plaisir de te voir. On se revoit bientôt. Oui, OK, à la prochaine émission. Super. Alors, pour toutes les infos, vous allez sur le site web de Premier Mot. Et moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Demain, on aura plein de choses à l'émission. Je vous ne le dis pas parce que restez connectés. Il va se passer plein de choses ici. Ben, on se voit demain. Bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Regardez TV Rogers, Ottawa.